Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Malaise dans la psychiatrie » et nous en sommes tellement partenaires que le 1 publie dans ce numéro un très large extrait de la conversation que nous avions eue dernièrement avec le professeur Raphaël Gaillard, chef de pôle de l'hôpital Sainte-Anne. Je me réjouis que notre association avec le 1 prenne cette forme étroite et j'espère que nous aurons l'occasion d'en développer d'autres. J'en profite pour signaler que si j'ai lu avec retard le numéro de Légende, cette dernière innovation lancée par le 1, numéro consacré à Élisabeth II, j'y ai notamment savouré un article de l'écrivaine et journaliste Anuradha Roy, indienne, article dont je dirais qu'il retourne l'humour britannique contre lui-même et qui montre combien même sur un éléphant, la reine d'Angleterre peut paraître petite à côté de la Maharanée Gayatri Devi, reine de Jaipur, reine qui entra dans le livre des records, pour avoir obtenu à des élections la plus large majorité jamais atteinte dans un pays démocratique. Dans le cours de nos badas, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier un entretien avec Nives Salzman, régisseur général à la Comédie Française, et je recevrai la semaine prochaine Christophe Leribaud, conservateur du patrimoine et directeur du Petit Palais, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, à Paris. Christophe Leribaud s'apprête à présenter une exposition ouverte autour de la figure d'Ambroise Vollard en tant qu'éditeur d'estampes et de livres illustrés. Enfin, je remercie le fonds d'investissement Newfond, qui non seulement a été classé il y a peu parmi les meilleurs fonds d'investissement français du magazine Décideur, mais qui prend rang aujourd'hui parmi les plus généreux et les plus désintéressés de nos soutiens. Venons-en maintenant à l'actualité et plus précisément à cette activité de généraux ou autour de généraux qu'on pourrait baptisés, compte tenu des effets de leur tribune, des généraux de division. Dans une tribune dans Valeurs Actuelles, le 21 avril, une vingtaine d'officiers généraux de réserve, sur les plus de 5000 que compte la deuxième section, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont conjecturé, je cite, « si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. » Fin de citation. Les signataires redoutent une guerre civile et s'alarment de la menace que ferait planer sur la France l'islamisme, les hordes de banlieue et un certain antiracisme. Leur tribune a recueilli plus de 10 000 signatures sur un total de 200 000 militaires d'active hors gendarmerie. En 2019, une enquête de l'IFOP sur le vote dans les bureaux proches des casernes avait révélé des scores particulièrement élevés pour le Rassemblement national. Le 23 avril, 2 jours plus tard, Marine Le Pen a répondu dans Valeurs Actuelles qu'elle partageait leurs analyses et les invitait à rejoindre le Rassemblement national, dont certains sont d'ailleurs membres de longue date. La gauche a affiché sa consternation devant ce qu'elle considère être un appel à l'insurrection à peine voilé, et après un silence de plusieurs jours, le ministre des Armées, Florence Parly, a condamné le 25 avril cette tribune, jugeant que, je cite, « les armées ne sont pas là pour faire campagne, mais pour défendre la France ». Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, cette tribune succède à l'appel à l'insurrection lancé le 17 avril par l'ex-secrétaire d'État Philippe de Villiers, dont le frère, le général Pierre de Villiers, veut réparer la France autour de la notion d'autorité. D'après une étude également IFOP, publiée fin 2020, 20% des Français seraient prêts à voter pour cet ancien chef d'état-major des armées aux élections présidentielles de 2022. Une semaine après sa publication dans Valeurs Actuelles, un sondage Harris Interactive LCI indiquait que 58% des Français déclaraient soutenir les militaires signataires. À droite, cette tribune entraîne 71% de sympathisants LR
et 86% de ceux du Rassemblement national. Une très forte majorité de Français partagent la vision exprimée par les anciens militaires sur la société française en train de se déliter, 73%, ou une forme d'antiracisme qui produit une haine entre les communautés, 74%. Le sondage montre qu'un Français sur deux pense que l'armée devrait intervenir sans qu'on lui en donne l'ordre afin de garantir l'ordre et la sécurité en France. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Venant de vous écouter, Philippe, on a vraiment l'impression que l'heure est extrêmement grave, qu'une grande majorité des Français est prête à suivre des généraux qui, sabre au clair, iraient à la défense de la nation et qu'ils sont en très très forte demande d'autorité. Je dois dire que j'ai quelques réticences à souscrire à cette façon de voir les choses. Essayons de remettre tout ça un peu dans ce contexte. C'est d'abord une tribune qui est publiée sur le blog qui s'appelle Place d'Armes, d'un officier de gendarmerie, un capitaine qui est resté 10 ans dans la gendarmerie. Il est rentré capitaine, il est sorti capitaine, ce qui prouve que c'est une carrière qui est tout à fait, j'allais dire, relative, pour le moins. Ce texte, il est publié le 14 avril. Il est sans aucun écho nulle part. C'est le 21 avril, qui est une date importante, puisque le 21 avril 1961, c'est la date du putsch des généraux d'Alger, et Valeurs Actuelles choisit à dessein de publier cette tribune ce jour-là. Et c'est ensuite Marine Le Pen qui va lui donner l'écho qu'il aura. C'est important de le souligner. Et il se trouve que le 23 avril, il y a cet assassinat absolument tragique de cet agent administratif rentrant dans le sas du commissariat qui se fait assassiner par un Tunisien qui est arrivé clandestinement, même si depuis il avait été, on va dire, régularisé. Donc on est dans un contexte qui est, je crois, médiatique très important et qui traduit aussi un effet, tout au moins quand on écoute l'adhésion supposée des Français à un besoin d'autorité, à être prêt à voir un Français sur deux, l'armée prendre la place pour des élus politiques. Je pense qu'on est là aussi dans un effet médiatique de, comment dire, de ces émissions constantes sur le déclin de la France avec un Éric Zemmour sur CNews, sur le chaos, on ne parle pas de Chianli, on laisse ça au général de Gaulle, mais c'est ce climat constant qu'on a et qui entretient cette idée d'un très grand chaos. Alors je reconnais, vous avez cité Pierre de Villiers, ses ouvrages font effectivement de grands succès, 170 000 exemplaires, c'est toujours le même refrain d'ailleurs qu'il publie sur ce besoin d'autorité. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, dans son besoin d'autorité, n'a pas supporté que le président de la République, qui est le chef des armées, dise très clairement publiquement qu'il était le chef des armées. Et ce jour du 14 juillet, ce général Pierre de Villiers ne l'a pas supporté. Comment un freluquet de 39 ans osait dire qu'il était le chef des armées? Parce qu'il n'y avait rien de si scandaleux que ça, que le président de la République rappelle qu'il était le chef des armées pour le moins. Alors, je ne veux pas sous-estimer les inquiétudes qui peuvent avoir les Français, surtout en ce moment, avec cette pandémie qui dure. Mais de là à penser d'abord que l'armée est prête à prendre le pouvoir en cas de besoin et qu'on est à 2 pas de la guerre civile, je crois que franchement, c'est un effet médiatique qui ne méritait pas autant de place. Akram Belkaïd. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il est clair qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique, les idées qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, ou en tout cas de droite dure, ont le vent en poupe. C'est dû en grande partie à la fois à l'orientation délibérée prise par certaines chaînes d'information continue qui jouent vraiment là-dessus, qui sont totalement engagées là-dessus. Vous avez cité le cas de CNews, c'est patent que le choix éditorial qui a été fait est de contribuer à diffuser ce genre de discours, ce genre d'alarmisme qui ne contribue qu'à semer la confusion et à faire peur aux Français.
Ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux où le dynamisme, alors bien entendu, il faut toujours relativiser l'impact réel sur la vie réelle de ces réseaux sociaux, mais néanmoins, il est évident que ce type d'idée sur le déclin de la France, sur la menace de la guerre civile, sur la menace islamiste est assez fréquent, est assez courant et que ça entretient, je dirais, une inquiétude réelle au sein de la population. J'entendais l'un des signataires de cet appel sur une radio expliquer que de toutes les façons, tôt ou tard, l'armée française devra intervenir en Seine-Saint-Denis lorsque ce département, qui, rappelons-le, est le plus pauvre de France, connaîtra une tentative de création d'un émirat. Donc là, on est dans le délire le plus total, c'est-à-dire que pour qui connaît ce département, bien entendu, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes, je dirais, de communautarisme réel, mais de là à annoncer à la France profonde qui voit de loin la région parisienne qu'il y aurait en banlieue nord de Paris une tentative de sédition, ça paraît absolument extraordinaire, mais ça passe. Et donc là, il y a une grosse responsabilité à la fois du personnel politique qu'on a vu très prudent par rapport à cet appel. Il y a une responsabilité des médias qui devraient réfléchir aujourd'hui au feu qu'ils sont en train d'allumer et de la manière dont il faudra l'éteindre tôt ou tard. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est tout de même cette espèce de, je dirais, de relative prudence du gouvernement. Philippe l'a dit, Florence Parly a réagi 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, et je trouve que pour un gouvernement qui a le mot « République » à la bouche en permanence, c'est-à-dire que on a un syndicat étudiant qui organise 2-3 réunions non mixtes et c'est la fin du monde, c'est des déclarations à ne plus savoir qu'en faire sur les valeurs républicaines, la République. Et puis là, on a clairement des gens qui, dans leur écrit, laissent planer la volonté, tôt ou tard, de démettre l'exécutif, de démettre le président de la République. Et ça ne provoque pas, je dirais, une levée de bouclier, une émotion. Et donc, on se dit que, ma foi, la République est une notion à géométrie variable selon le thème qui est abordé. Lionel Zinsou. Merci Philippe. Moi, je pense que c'est très très important de ne pas en parler. Et parce que, franchement, c'est dérisoire, mais c'est vrai qu'avec des éléments un peu anecdotiques, on arrive à, capturer les imaginations. Et Akram disait, les médias devraient réfléchir. Oui, c'est la fameuse formule, les miroirs devraient réfléchir avant de refléter les images. Et si vous voulez, franchement, c'est très très important de ne pas en parler. Alors, on va soulever l'armée d'actifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de signataires qui sont dans l'active. Oui, on en a trouvé 18 quand même. Alors 18 sur 300 000, c'est quand même déjà un chiffre important, mais pas si important quand même, quand on réfléchit. Oui, c'est beaucoup de généraux, dont beaucoup radiés, tous à la retraite. Pas radié, dans la deuxième section. C'est pas tout à fait la même chose. Un général radié est un général qui est privé de toute espèce de capacité oui, qui doit être réhabilité. Mais... Bon, on peut contester radié. La différence entre un général radié et un général de la deuxième section, c'est que le général de la deuxième section a 75% de réduction dans les chemins de fer. Soit, mais j'ai compris quand même que le premier signataire, lui, il était même plus dans la deuxième section. J'ai compris qu'il était radié en 2016. Bon, donc c'est vraiment beaucoup moins que le Carteron dont on fêtait l'anniversaire, franchement.
On était en guerre, les parachutistes prenaient la Corse, menaçaient Paris. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire. S'il y a un signe de déclin quelque part, c'est probablement quand même le déclin de l'idée de putsch, qui est vraiment un déclin radical. Donc c'est très important de ne pas en parler parce que ça n'est rien en termes de représentativité. Alors moi, ce qui m'amuse le plus, c'est le sondage Harris qui dit que 58% des gens sont d'accord avec un texte qui, à l'évidence, n'a été lu par personne. Oui, donc on leur dit, il y a des généraux qui seraient prêts à mettre de l'ordre en France. Oui, je suis, à 76% dans la droite républicaine pour... Enfin, attendez, personne n'a lu ce texte. Là encore, valeurs actuelles en termes d'influence dans l'opinion, avec tout le respect qu'on a pour leur professionnalisme, c'est rien. CNews, dont Akram parlait, c'est bien, c'est des taux d'audience qui commencent par un 0, quelque chose. Donc ce n'est pas non plus représentatif de l'opinion. Donc il y a quand même énormément de rien dans cette tribune. Sauf que Marine Le Pen dit « je vous ai compris », et rejoignez le Rassemblement national, ce qui est inutile, étant donné qu'ils l'ont déjà rejoint, ils sont élus du Front national, la sympathie est très claire. Moi, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire c'est un texte maladroit, sans intérêt, d'une rhétorique complètement banalisée, mais ça utilise la double négation. Regardez ce texte, enfin, non, il ne faut pas le lire parce qu'il n'y a pas de raison de perdre du temps à rien, mais la double négation, c'est-à-dire ils sont contre l'anticolonialisme. Alors, quand on est contre l'anti, c'est-à-dire qu'on est pour le colonialisme. Ils sont également contre la décolonisation, enfin les idées décoloniales. Donc quand vous êtes contre quelque chose de décolonial, c'est-à-dire que vous êtes pour la colonisation. Et regardez, il y a vraiment là un aspect stylistique intéressant. Maintenant, quand vous démontez un peu les doubles négations, donc c'est un texte en faveur de la colonisation, enfin clairement avec une nostalgie incroyable de la colonisation, et pour le racisme. Alors, sur le racisme, ça se mesure régulièrement. Il est évident qu'il n'y a ni 58% de la population pour le racisme. C'est quelque chose qui stagne autour de 30 de tout temps. C'est clair aussi qu'il n'y a absolument aucun désir de recolonisation et ni même de nostalgie de la colonisation. Ça aussi, ça se mesure dans l'opinion. C'est un sujet mort. Malheureusement, c'est pas seulement un carteron de généraux en retraite, c'est vraiment des généraux nostalgiques, peut-être un peu vieillissants, mais tout ça n'étant absolument pas représentatif, sauf cette espèce de perception d'angoisse. La France n'est évidemment pas dans une période de violence proche de la guerre civile. Même dans ma génération, on a connu des putschs, on a connu l'OAS, on a connu des vraies tensions avec des vrais risques. Nous n'en avons aucun. C'est pour ça qu'il faut ne pas en parler. Jean-Luc Bourlanges. Oui, moi je suis d'accord avec les observations qui viennent d'être faites. Je crois que c'est un psychodrame. C'est absolument pas un complot. Et que ça doit être traité comme un psychodrame. Et c'est accueilli également par des gens qui simplement reconnaissent une proximité thématique avec certaines préoccupations qui résonnent en eux. Et en aucun cas, parmi les personnes sondées, on a une adhésion à un projet politique anti-républicain, militariste, putschiste. Je crois que ça n'est pas... c'est tout à fait exact. Cela dit, c'est quand même quelque chose de significatif. D'abord, c'est effectivement, comme ça a été dit, c'est significatif de l'attitude de certains médias. En réalité, on voit bien, c'était Olivier Duhamel, qu'on ne cite pas beaucoup actuellement et pour certaines raisons que chacun connaît, mais Olivier Duhamel avait une théorie qui était assez juste. Il disait que dans les premières années de la Ve République, la politique contrôlait les médias et que maintenant, c'est les médias qui contrôlent la politique. Et je crois que c'est assez juste. Contrôler, non pas, mais ce sont les médias qui maîtrisent l'agenda. Et effectivement, CNews, Valeurs Actuelles, etc., ont
délibérément choisi de mettre en scène quelque chose dont ils savaient que ça correspondait que ça trouvait des résonances, ça rencontrait des résonances dans une partie de l'opinion. Mais c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a en réalité un procédé magique. C'est-à-dire que les gens sont profondément inquiets, profondément insatisfaits par une accumulation d'impuissances. Impuissances qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement et toutes imputables à l'État, au pouvoir public, au gouvernement, etc., mais qui sont réelles. Impuissance devant la pandémie, c'est quand même quelque chose que nous ressentons depuis 16 mois, nous ne savons pas. Alors, on commence avec les vaccins, on voit le bout du tunnel, on commence à dire qu'on va s'en tirer, mais on a quand même eu l'impression de quelque chose qu'on subissait comme un décret de la Providence ou du destin grec. Bon, impuissance devant l'insécurité. Je ne pense pas que les gens soient instrumentent, comme Madame Le Pen le fait, une causalité précise derrière la mort de cette jeune femme à Rambouillet ou l'assassinat de policiers, etc. Je crois que les gens sont intelligents et qui comprennent très bien que c'est extrêmement difficile d'y faire obstacle. Même le droit d'asile, même la présence sur le territoire national de gens qui ne devraient pas s'y trouver, c'est très difficile à contrôler puisqu'on ne sait pas comment les renvoyer, à qui les renvoyer. Tout ça est très dur. Mais ça donne précisément un sentiment de très grande impuissance. Impuissance devant l'avenir économique. On a l'impression que la mondialisation, le développement de la Chine, etc., rend les choses, fait qu'on n'est plus maître de notre destin. Charbonnier n'est plus maître chez soi. D'où la tentation magique qui est l'abolition par la violence, l'armée. Personne ne sait ce que voudrait dire l'intervention de l'armée dans aucun département, etc. C'est un procédé magique. On dit, on fait comme Mary Poppins, on déclenche un phénomène qui abolira la réalité qu'on ne peut pas supporter parce qu'on ne peut pas la maîtriser. Et ça, je crois que ça a une résonance très, très profonde. Et il y a deux autres facteurs qui me paraissent importants. C'est la division de la société. Je pense que nous sommes dans une société qui est extraordinairement fragmentée. Hier, il y a 2 jours, on évoquait à l'Assemblée nationale la question de la proportionnelle, et je disais que la caractéristique aujourd'hui du scrutin majoritaire, c'est qu'il donnait le pouvoir absolu en siège à des gens qui représentaient 25% de la population, alors que du temps du général de Gaulle, il donnait un avantage en siège à des gens qui représentaient 40% de la population. Et effectivement, les partis sont très divisés. Et quand ils sont divisés, ils n'arrivent pas à passer des compromis ensemble, les idéologies s'affrontent, se confrontent très vivement, d'où la tentation de dire il faut que quelqu'un gouverne et donc il faut qu'il y ait une autorité qui s'impose. Et comme il n'y a pas de consensus, la tentation du coup de force, elle est présente. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige dans ce pays, et on voit bien que c'est pas tenu, etc. Bon, et donc là, ça conduit en vérité à des tentations autoritaires. Et le troisième élément, mais qui est lié au précédent, c'est quand même une très grande évolution idéologique de la droite française. Il faut bien comprendre, je crois, quand on regarde le passé du pays, que la droite n'a jamais été au pouvoir en France depuis, je dirais, 1830. Ou si on met les bonapartistes à droite, ce qui est compliqué, depuis 1871 ou 1877. En réalité, ce qu'on a appelé la droite, ce sont de Jules Ferry à Pompidou, etc., ce sont des gens avec des figures comme Raymond Aron, etc. Ce sont des libéraux, des sociaux-libéraux, acquis aux valeurs républicaines, acquis aux échanges, à une économie relativement ouverte, enfin un ensemble de valeurs qui en fait viennent de la gauche et qui ne sont de droite que parce que ce qui sépare cette droite de la gauche, c'est la représentation de l'histoire. C'est-à-dire que la gauche croit au sens de l'histoire, les gens de droite croient au caractère tragique, depuis Max Weber, de l'histoire. Et ça a été l'idéologie dominante. Et on voit bien que là, depuis quelques années, on a une revanche, un retour de cette idéologie de droite
historique, contre-révolutionnaire, qui valorise l'intégrité du corps social, l'intégrité de l'identité, qui valorise les valeurs d'autorité, qui valorise les valeurs de fermeture. Et on voit bien que tout un ensemble d'intellectuels ont du mal à se situer. Ils ne savent pas, quand ils combattent la gauche, s'ils défendent, je dirais, s'ils défendent Raymond Aron ou s'ils défendent Joseph de Maistre. J'exagère avec Joseph de Maistre. Et là, ce glissement-là, il est très présent. Donc je crois, non, ce n'est pas une menace pour la République. Oui, c'est le signe d'une très grande désorientation de l'opinion française. Un mot, l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé que nous traitions ce sujet, c'est parce que je le crois préfigurateur, si je puis dire, de ce qui va se passer pendant l'année de campagne électorale. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce mouvement par lequel, un coup à droite, un coup à gauche, on lance quelque chose qui est une espèce de brûlot. Alors Valeurs Actuelles a compris que pour s'assurer un minimum de tirage, il fallait faire ce genre de choses. Donc c'est pas très difficile quand on est aussi à droite que Valeurs Actuelles de trouver, non pas un carteron, mais un quart de carteron de généraux à la retraite et en deuxième section capable d'eux. Et à partir de là, on est assuré que de l'autre côté, le piège va se refermer tout de suite. Parce que faute d'avoir quelque chose à dire, et d'une certaine manière, je dis là la même chose que ce que je viens de dire Jean-Louis, faute d'avoir des solutions à proposer, que ce soit sur le plan de la pandémie, que ce soit sur le plan de la répartition des richesses, que ce soit sur le plan de la politique à l'égard des classes les plus défavorisées, que ce soit sur le plan de la réforme de l'école. Bref, faute d'avoir sur des sujets essentiels quelque chose à dire, c'est beaucoup plus facile d'un côté de crier que voilà le fascisme, et la preuve c'est que ce sont des généraux, et que donc nécessairement voilà le putsch, et puis c'était le 21 avril, donc il y a sûrement quelque chose derrière, et ça va se passer un coup dans un sens, un coup dans l'autre, c'est-à-dire qu'un coup dans l'autre, il y aura quelqu'un qui expliquera que tout le monde, que le gouvernement ici, que la France est un pays systémiquement raciste, et de l'autre côté, il y aura des indignations. Seulement, à la fin de tout ça, on aura eu une campagne présidentielle pendant laquelle il n'y aura rien, et il y aura d'autant plus rien que je suis d'accord avec Lionel sur le fait qu'il faut surtout ne pas exagérer l'influence ni des réseaux sociaux, ni des chaînes d'information en continu, à cela près que cette influence est très forte sur ceux qui exercent des responsabilités, qui prennent les réseaux sociaux pour la vox populi et qui sont très inquiets par le type d'évolution de ces chaînes d'information qui d'ailleurs ont démontré dans la concurrence à la radicalisation vers le type d'opinion dont on vient de parler, que c'était rentable, puisque CNews vient dépasser, comment s'appelle-t-il, Pascal Praud a dépassé Éric Zemmour. Alors, évidemment, on n'a pas l'impression que c'est une bataille entre titans, j'allais dire absolument. N'empêche que c'est extrêmement frappant de voir à quel point cette bataille picrocolline et ce duel de nains aboutit à une intimidation des cercles dirigeants. Lionel Zinsou. Oui, alors, puisque vous continuez à en parler, malgré mes conseils... Je vous signale que vous venez de me faire signe que vous vouliez parler. Donc, oui, c'était pour vous dire, n'en parlons plus. Mais écoutez, il y a quand même des choses très positives, très positives. La tentation autoritaire dont vient de parler Jean-Louis, elle n'a quand même pas un très grand succès. Moi, je ferais volontiers le parallèle avec ce qui s'est passé quand Donald Trump a demandé à l'armée de se déployer pour endiguer les manifestations après la mort de George Floyd. Et qui a réagi ? L'ensemble de l'état-major, en rappelant que l'armée, elle était fidèle à la Constitution des États-Unis, qu'il n'était pas question qu'elle rentre dans des questions, sur des thèmes politisés, et qu'elle sorte de la neutralité. C'est tout l'état-major général et tous les anciens secrétaires à la défense de Donald Trump lui-même. Et là, c'est pareil. Alors, le président de la République, sensible au conseil que j'allais donner aujourd'hui, n'en a pas parlé, ce qui est très important. Heureusement, Akram, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Parly en a parlé tard, elle a mis 5 jours, moi j'aurais préféré qu'elle mette 15, mais bon, enfin, donc, ils n'en ont pas parlé, mais le général Lecointre, chef d'état-major général des armées, en a parlé, a été extrêmement clair sur les sanctions, sur le fait qu'on en avait trouvé 18, etc. Et c'est donc comme aux États-Unis, dans cette tentation, cette petite composante autoritaire et militariste du populisme,
c'est les armées elles-mêmes qui, comme aux États-Unis, ont fait le barrage le plus efficace. Et de ce chef, je pense que ça, c'est assez positif. Quant à Mme Le Pen... Ça a été mon élève à Saint-Cyr, hein, ceci explique cela. Ah oui, sûr. ça explique. Oui. Non, écoutez, il a été très brillant comme d'habitude. Et donc, mais la deuxième chose très positive, c'est que quand même, Mme Le Pen, à cette occasion, jette le masque, et c'est très bien, et pendant la campagne électorale, c'est très bien. Moi, je l'encouragerais beaucoup, à la différence de nous, à en parler beaucoup. Parce que la dédiabolisation, l'apologie de l'égalité, de la laïcité, tout ça, ça brouille les pistes. Tandis que, là, de dire « je partage votre analyse et votre affliction », mais il faut qu'elle soit de plus en plus affligée, ça éclairera beaucoup les Français. Donc ça, c'est l'aspect quand même très positif d'en parler quand même. Ajoutons quand même le fait que si on veut se faire une idée des capacités de Mme Le Pen à gouverner, il faut considérer qu'elle ne s'est pas rendue compte que ceux qu'elle appelait à rejoindre ses rangs les avaient déjà rejoints. Donc ça donne quand même... Et ceux qu'elle devait appeler à rejoindre ses gens n'étaient pas nécessairement tentés de les rejoindre après ses propos. Akram Belkaïd. Oui, cette triste affaire a tout de même, je dirais, jeté un petit voile de discrédit sur un corps, donc l'armée, une institution, dont on a beaucoup parlé sur le nombre de militaires qui voteraient pour le Rassemblement national. Or, faisons tout de même justice à cette armée en disant que parmi toutes les institutions qui existent en France, c'est l'un des corps qui a été l'un des premiers à comprendre la nécessité de mener des politiques, je dirais, proactives, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce qu'on pourrait utiliser, en termes d'intégration, de prise en compte de la diversité de la société française. Ça se voit dans les académies, ça se voit dans les recrutements que cette armée peut faire, dans la volonté d'avoir une armée qui serait à l'image de la société française. Et en cela, l'armée a été pionnière, puisque c'est des choses qui remontent aux années 80, au début des années 90. Feu Rémi Levaux avait beaucoup travaillé là-dessus, avait écrit pas mal de papiers pour montrer à quel point, en termes de processus d'intégration, l'armée française jouait un rôle dont on ne parle pas souvent sur le plan médiatique, ou préférant justement laisser entendre que l'armée serait, je dirais, un repère de gens prêts à voter pour les idées les plus extrêmes. Béatrice Dublin. Juste pour confirmer ce que vient de dire Akram, il suffit de regarder la carte des lieux de recrutement de l'armée française. Dans la Seine-Saint-Denis, il y a 2 centres de recrutement de l'armée française et il y a un nombre de départements, j'allais dire dans l'Ouest, où il n'y a aucun recrutement de l'armée française. Certains s'en inquiètent en disant « oh là là, ça fait beaucoup de musulmans dans l'armée française ». Néanmoins, on a des combattants et souvent en première ligne dans des situations les plus risquées. Et je souscris parfaitement à ce que vous venez de dire. Le système de l'intégration française passe aussi par l'armée. Jean-Louis Bourlange. Oui, je me permets de donner un témoignage personnel à ce que vient de dire Akram. C'est tout à fait... moi, je suis un bon exemple de ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été le professeur du CEMA, du chef d'état-major des armées. Effectivement, je faisais un cours j'ai fait pendant une dizaine d'années un cours sur la société française à Saint-Cyr-Coët-Quidan, et j'ai été recruté quand Charles Hernu est devenu ministre de la Défense, et il avait organisé avec mon ami Bruno Racine, il essayait de développer ce que les militaires appellent la pompe, ce qui n'est pas très valorisant, c'est-à-dire le travail intellectuel par rapport aux activités physiques. Et donc on avait mis des gens, des grands corps, oh mon Dieu, des grands corps de l'État, des gens des facultés qui allaient régulièrement sur place à Saint-Cyr-Coët-Quidan et qui faisaient des cours. Et j'ai fait un cours sur la société française, précisément parce que il y avait Gérard Vincent. Gérard Vincent, c'était, je ne sais pas ceux qui ont connu Gérard Vincent, c'était vraiment l'enseignant gauchiste, etc. Puis il m'avait passé le relais. Il disait, je crois que ça sera mieux avec toi, ça sera un peu moins en rupture. Mais on a fait un travail qui était, et c'est à ce moment-là que j'ai eu François Lecointre, qui était dans une promotion de Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui était évidemment un élève extrêmement brillant. D'ailleurs, on voyait très bien les futurs chefs, c'était très frappant. Mais on a eu
vraiment à ce moment-là ce sentiment, et l'école s'y est prêtée. Mon agent traitant, si je puis dire, était un colonel, qui était le colonel Equilbé, le père de notre chef d'orchestre bien connu, et on avait vraiment fait un grand effort de formation des militaires. Je garde de ces années à Saint-Cyr-Coët-Quidan un souvenir enchanteur. Engagez-vous, rengagez-vous. Nous ne quittons pas complètement le domaine militaire si nous nous intéressons au Tchad où, si j'ose dire, le pays change de débit. Au président Idriss Déby... Peut mieux faire. Bon, je peux dire passe d'un fort débit à un faible débit, c'est ça que vous voulez dire. Donc, le président Idriss Déby, mort à 68 ans, dont 30 à la tête du Tchad, a succédé un conseil militaire de transition composé de 15 généraux, présidé par le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président et chef de la garde présidentielle, qui a promis des élections libres et démocratiques à l'issue d'une période de transition de 18 mois. Les années Déby ont été marquées par la violence d'État, crimes de masse dans le sud du pays dans les années 90, assassinats politiques, disparition d'opposants et de journalistes, élections truquées, détournement des ressources pétrolières par le clan au pouvoir. L'armée d'Idriss Déby, dont la plupart des hauts gradés sont issus de sa communauté, les Agawa, est réputée pour être une des meilleures de la région. Elle tenait la frontière avec la Libye, luttant contre les groupes islamistes qui ont pris leur quartier et contre les incursions des mouvements rebelles tchadiens. Ces hommes contenaient aussi la poussée de Boko Haram dans la zone du lac Tchad, et cet appareil militaire tchadien a été édifié au détriment du développement du pays qui, avec ses 15 millions d'habitants, est aujourd'hui 187e sur 189 dans l'indice de développement humain de l'ONU qui prend en compte le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants. Idriss Déby était aussi la pierre angulaire du G5 Sahel, la force conjointe composée par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad pour lutter auprès des Français de la force Barkhane contre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne. Signe de la proximité entre Paris et N'Djamena, Emmanuel Macron a été le seul président occidental présent aux funérailles du 23 avril de l'ancienne autocrate de N'Djamena. Sur cette question, Akram Belkaïd. Alors, le point de départ, c'est l'événement inattendu. C'est-à-dire que nous avons un président de la République en poste depuis 3 décennies et qui disparaît officiellement pour avoir été sur la ligne de front. Donc, on en saura peut-être un peu plus un jour, mais en tous les cas, c'est l'événement que personne n'attend et qui déclenche immédiatement une crise à plusieurs facettes. C'est un problème de plus pour la France dans la région. C'est-à-dire que jusque-là, le Tchad était le pivot, la pierre angulaire de tout le dispositif français militaire, mais aussi politique dans le Sahel. Et puis, encore une fois, pas simplement le Sahel, mais aussi par rapport à ce qui peut se passer dans la Corne de l'Afrique. Et aujourd'hui, Paris, la France, est confrontée à une incertitude et à une position très délicate, puisque le Tchad, comme tant d'autres pays africains, a une constitution, et cette constitution n'a pas été respectée dans la transmission du pouvoir, puisqu'il y a ce conseil de transition qui, comme tous les conseils de transition qui peuvent apparaître ici ou là, promet qu'un jour ou l'autre, il rendra le pouvoir au bout de quelques mois, le temps de réorganiser le pays, et donc il promet des élections libres. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, une partie de l'opposition tchadienne est vent debout contre cette transition et estime qu'il faut respecter la Constitution et qu'il faut organiser des élections présidentielles. Pour la France, c'est une situation difficile, délicate, notamment vis-à-vis de l'opinion, enfin, d'une partie de l'opinion publique tchadienne, mais aussi dans un contexte où on sent ici et là, on sait qu'on a vu ces derniers mois de nombreuses critiques émerger, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali et même au Sénégal, des discours anti-français assez récurrents qui ont agacé jusqu'au plus haut niveau, puisque le président Emmanuel Macron s'en est ému. Et ça pose la question de la stratégie française dans la région. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point qui est posé, c'est l'avenir aussi de cette région. Dans les années 90,
Jean-Christophe Ruffin, qui est aujourd'hui académicien, avait publié un essai assez qui est encore pertinent aujourd'hui, sur l'Empire et les nouveaux barbares, où il avait développé tout ce concept de zones grises, de taches blanches, qui sont aujourd'hui des régions qui aujourd'hui, dont on sent qu'elles commencent à échapper à tout contrôle, que les États sont impuissants et que seule la force militaire parvient à maintenir un semblant, je dis bien un semblant d'équilibre. Le Sahel est un point d'inquiétude majeur, et le fait que le Tchad soit affaibli n'est pas pour rassurer. Et je terminerai pour dire, puisque c'est quand même ça dépend ça concerne d'abord aussi le Tchad et les Tchadiens, n'oublions pas que ce pays est en guerre depuis son indépendance. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a connu que des rébellions, des incursions, une tentative libyenne d'annexer une partie de son territoire. C'est un pays qui a fait l'actualité en France dans les années 70, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec l'enlèvement et la détention de Françoise Claustre. Enfin, on a l'impression que ce pays n'arrive pas à sortir d'une situation de trouble permanent, alors qu'on lui demande d'assurer et d'être la colonne vertébrale d'un dispositif sécuritaire qui, jusqu'à présent, a montré ses limites. Béatrice Gibelin. Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Akram, c'est-à-dire que le Tchad est un pays, effectivement, qui, depuis son indépendance, est en situation soit de guerre civile, clairement, soit d'affrontement et d'incursion de rebelles, ou carrément, avec l'époque de Kadhafi et de la bande Aouzou qu'il voulait récupérer, des incursions pour conquête territoriale. Alors, pourquoi cela ? Parce que, d'abord, c'est un grand territoire. C'est 1 300 000 km², sur lequel il y a 15 millions d'habitants, très inégalement répartis, puisqu'on a une grande zone, on va dire les 2/3 du territoire, c'est une zone aride, et puis le sud, où la pluviométrie est plus importante, c'est ce qu'on appellera le Tchad utile, autour du lac Tchad. Mais ceci correspond aussi à des répartitions de la population, avec une population qu'on va qualifier d'arabe, entre guillemets, parce que en fait, ce sont des ethnies qui ont été islamisées il y a très très longtemps, et puis le sud, qui est de population noire, qui ont été les esclaves des précédents. Et avec des situations d'esclavagisme extrêmement dures. C'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance, évidemment, on a eu cette population du Sud qui ont pris le pouvoir pendant quelque temps, au grand dam, évidemment, des populations du Nord, qui considéraient qu'il n'y avait vraiment aucune raison que des anciens esclaves puissent être leurs dirigeants. C'est une situation qu'on retrouve un peu au Mali, d'ailleurs, avec une situation au sud du Mali par rapport à la situation qui se trouve au Nord. Sur cette dichotomie-là très très forte qui est importante, il y a aussi des problèmes religieux. On a une population musulmane qui est majoritaire au Tchad, incontestablement, puis une population chrétienne au sud, avec un peu des animistes. Je resitue tout ça parce que c'est quand même important qu'on comprenne les temps longs qui puissent expliquer ces tensions qu'on a. C'est pas qu'ils sont faits pour se battre, c'est simplement qu'on a une histoire qui pèse très, très lourdement. Et puis cette organisation dans les tribus, on va dire, ou les grands ensembles ethniques, vous avez parlé de communauté. Moi, j'hésite sur le terme, parce qu'elle n'est pas vraiment homogène. Et au sein des Agawas, on a aussi des tensions et des conflits internes importants. Donc, on a cet affrontement important, y compris interne au sein de la population du nord du Tchad. Et une fois que, puisqu'il s'agit des Agawas, ont repris le pouvoir, puisque c'était déjà Hissène Habré était un Zagawa, puis on a eu Déby qui était un des hommes d'Hissène Habré qui ont pris le pouvoir. Et ce sont, j'allais dire, des guerriers. Je dirais pas des soldats, je dirais ce sont des guerriers, des bandes de guerriers
Et vous mettiez peut-être un petit peu en doute le fait qu'Hissène Habré ait pu être sur la ligne de front. Il était sans doute, on pense, dans une voiture blindée, mais qui n'a pas résisté et qu'il a été atteint alors qu'il était dans la voiture. Pas Mais Hissène Habré, Idriss Déby, pardon. Et il avait l'habitude, j'allais dire presque l'habitude, il aimait aller au combat. C'était un chef de guerre, véritablement. Alors, évidemment, il a considérablement favorisé l'armée. C'est un budget, on pense que c'est à peu près 30% du budget de l'État qui était consacré à l'armée. C'est absolument colossal. Et il a fidélisé ces gens parce qu'il avait aussi cette capacité à aller au front. Donnée aussi importante dans les difficultés du Tchad, c'est que en 1990, le Tchad, c'est 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 15 millions d'habitants. Dans une situation pluviométrique difficile, avec un lac Tchad qui se réduit, puis tout d'un coup, il va y avoir des pluies, il va être plus important, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des tensions très fortes entre les pasteurs, qui se déplacent et qui cherchent évidemment des pâturages, et puis des agriculteurs, et des pêcheurs sur le lac Tchad aussi. Et ça, il faut vraiment en tenir compte dans l'ensemble du Sahel. On raisonne toujours comme si on était sur un espace homogène. Le Tibesti, c'est des montagnes à plus de 3000 mètres. Hein, il faut se rendre compte de ça. Et puis qu'il n'y avait pas j'allais dire, cette croissance démographique qui est extrêmement importante. Avec une urbanisation, N'Djamena, c'est plus d'1 million d'habitants aujourd'hui. Une urbanisation de gens jeunes qui ont fait parfois des études, même pour un certain nombre d'entre eux, même si c'est un pays extrêmement pauvre, et qui aspirent, et vous avez eu parfaitement raison, Agram, de le signaler, à une autre façon de diriger les choses, qui n'ont plus rien à voir avec les structures antérieures des différentes communautés, Goran, Zagawa ou autres. Et là, il y a effectivement, dans ces mouvements, et dans ces oppositions, et elles ont eu lieu à N'Djamena, elles ont eu lieu en ville, elles ont eu lieu à la capitale, parce que c'est là que peut s'exprimer effectivement l'aspiration à une autre organisation, j'allais dire, du pouvoir, et ça me semble très important. J'ajouterai un dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que vous avez parlé du pétrole, qui est accaparé effectivement par une partie de j'allais dire, du groupe Zagawa, et de la proximité de ce qui est autour d'Idriss Déby, mais il y a aussi l'or. C'est qu'on a une recherche de l'or au Tchad, mais ça va du Soudan à la Mauritanie, avec énormément d'orpailleurs, avec des enjeux importants, et les rébellions, c'est mettre la main aussi sur l'or qui leur permettra des financements importants. Donc la situation est compliquée. Lionel Zinsou. Oui, Béatrice vient très bien d'expliquer les divisions très, très nombreuses. Béatrice, vous avez tout à fait raison. Le taux de pauvreté au Tchad, dans zone rurale, c'est presque 50% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. À N'Djamena, c'est 13%. Il y a vraiment plusieurs pays en un. Même les clans sont divisés entre eux. Et c'est un peu, depuis l'indépendance, la guerre de tous contre tous. Ça, c'est à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour la France de prendre une position en dehors de celle d'appeler à une transition démocratique. Et c'est une position très, très délicate parce que c'est quand même l'affaire des Tchadiens. Ce sont des affaires extrêmement complexes. Et vous avez vu que le gouvernement qui a été nommé par Mahamat Déby comporte une bonne partie de l'opposition, y compris de candidats à la présidence de la République contre Idriss Déby il y a quelques semaines. Et pour ministre de la Justice, un des plus virulents des opposants. Donc il y a de l'opposition à l'intérieur dans une tentative de dialogue national, puis une opposition à l'extérieur. Franchement, ça c'est très complexe. La France ne peut pas intervenir du tout à l'intérieur de cela, sauf à rappeler les valeurs. Chose qui a été faite d'ailleurs de façon quand même raisonnable, de façon conjointe avec le président de l'Union africaine, que cet appel à une transition démocratique et à la fin de la répression des manifestations qui ont fait plusieurs morts au lendemain des obsèques du président Déby. Mais la communauté internationale n'a pas à s'immiscer dans ce qui va se passer politiquement, mais elle pourrait en revanche regarder un peu la situation économique du Tchad. C'est quand même pas beaucoup de chance d'avoir pour frontière un Soudan avec la guerre justement à sa frontière à quelques kilomètres du village natal
d'Idriss Déby, c'est pas de chance d'avoir une Centrafrique en décomposition, où le Tchad joue un rôle d'ailleurs important, pas forcément d'ailleurs pour la recomposition de la République centrafricaine, c'est pas de chance d'être à la frontière nord-est du Nigeria, où Boko Haram n'a été arrêté dans l'État fédéré de Borno, au nord-est, qui est la pire zone de non-droit d'Afrique, où Boko Haram n'a été arrêté que par l'armée tchadienne. Ça n'est pas de chance que d'avoir une frontière avec le nord du Cameroun, qui a été l'objet de coups de main de Boko Haram et qui n'a été stabilisé que par les forces tchadiennes. Ça n'est pas de chance d'avoir une frontière commune avec le Niger, au moment où la Libye, en explosion, a libéré, a ouvert ses armureries et libéré une foule de mercenaires qui ont envahi le Sahel, et d'abord en passant par le Niger, et qui a, au fond, un peu stabilisé la situation. Là encore, c'est l'armée tchadienne, puis encore plus loin, à 2000 km de N'Djamena, au Mali, et nous sommes dans une situation où la stabilisation relative de la Libye aujourd'hui libère les mercenaires. Et quand vous prenez la colonne qui descendait de Libye pour prendre N'Djamena, celle du FACT, ce sont des Tchadiens mercenaires proches du maréchal Haftar, rendus libres par le fait que la situation se stabilise, se calme, et descendant avec le matériel qui était destiné, et fourni d'ailleurs par le maréchal Haftar, destiné à essayer de pacifier pour le maréchal le sud de la Libye, et qui retournent ce matériel et descendent. Simplement, ils ont très peu de moyens logistiques, et donc en réalité, l'armée tchadienne les coupe sur les arrières, et aujourd'hui, ils n'ont aucune chance de prendre N'Djamena. Mais ça descend de Libye, et la Libye continue de produire, après 10 ans, énormément de déstabilisation, et de plus en plus, parce que se stabilisant, elle libère beaucoup de gens. De même qu'il y a beaucoup des djihadistes libérés de la Syrie qui viennent désormais sur le Sahel. Et il y a presque 2000 soldats tchadiens travaillant avec Barkhane. Il y en a 1200 qui forment la partie la plus importante de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Donc, ce sont des casques bleus qui viennent au surplus de ce qui est fait pour Barkhane. Et que fait la communauté internationale, en dehors de gloser sur la situation intérieure du Tchad? Est-ce qu'elle finance réellement l'effort énorme du Tchad? Le Tchad, c'est 10 milliards de PIB. Ce n'est pas 2500 milliards de dollars comme la France, c'est 10. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Qui porte l'effort militaire? C'est la République du Tchad. Et oui, il y a des subsides, oui, il y a de l'équipement, mais c'est essentiellement à la charge du Tchad. Est-ce que la communauté internationale s'y intéresse? J'invite les gens qui s'intéressent à aller sur Internet et regarder les rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sur le Tchad, où on vous explique qu'il faut faire de l'austérité budgétaire. Félicitations, vous avez, malgré le pétrole qui baissait, malgré les effets de la pandémie, vous avez diminué votre déficit budgétaire. C'est très bien, vous êtes à moins 0,8% du PIB. Bon, la France est à moins 10%. Est à 10% du PIB de déficit. Non, mais là, vous allez très bien, parce que vous étiez à 2,8, maintenant vous êtes à un petit déficit de 0,8. Est-ce que la communauté internationale soutient le Tchad, qui, pour la sécurité de l'Europe, est en train d'essayer de stabiliser le Sahel? Absolument pas. Et quel est l'effort qui a été le plus frappant? On a limité à 100 € le salaire de tous les fonctionnaires pendant 2 ans pour faire des économies massives budgétaires, bon, les militaires en étaient exclus, créant des problèmes sociaux considérables, alors que ce pays est très très affecté par le problème climatique, très affecté par les problèmes de baisse du prix du pétrole, a été du coup en récession juste avant la pandémie. Donc vous voyez, la communauté internationale ferait bien de s'occuper de financer ce pays qui tient en fait la sécurité de toute la région. Quand vous avez 15 millions d'habitants et le Nigeria 200, et que c'est vous qui stabilisez le Nigeria, franchement, ça mériterait un autre regard de la communauté internationale. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis pas du tout un spécialiste du Tchad, donc j'écoute ce qui est dit, notamment par Lionel, qui connaît ça merveilleusement, avec beaucoup d'intérêt, mais je ressens les choses comme lui. Je trouve qu'on aborde
la question ce qu'a dit également Béatrice, on aborde la question de l'avenir politique du Tchad à travers des lunettes qui sont très légitimes, qui sont la démocratie, les droits de l'homme. Et on voit bien que Idriss Déby, c'était pas terrible, ni sur le plan de la démocratie, ni sur le plan des droits de l'homme. Mais il y avait quand même deux choses qu'il faut voir, ça je crois que Béatrice l'a dit très fortement, c'est l'intensité des divisions qui pèsent sur ce pays et qui, effectivement, ces divisions font qu'il n'a jamais trouvé son équilibre. Et deuxièmement, le cocktail ou l'assemblage de menaces extérieures qui a été parfaitement décrite par Lionel, qui fait qu'on a besoin d'un chef, d'une armée, on a besoin d'un pouvoir fort pour résister à tout cela. Alors, et effectivement, Idriss Déby n'était certainement pas un homme qui n'avait que des qualités. Il s'est livré à des activités extrêmement violentes, à des actes de violence sur sa population, mépris des droits, mais il n'avait pas des défauts ordinaires non plus. Il avait des qualités d'héroïsme qui, je crois, étaient un élément essentiel de la stabilité. Si bien quand on regarde la situation, on se dit que faut-il faire ? Il est évident qu'il faudrait qu'il y ait de la démocratie. Il est évident qu'il faudrait qu'il y ait des droits de l'homme. Tout ça est absolument clair. Est-ce que c'est ça qui suffirait à assurer l'unité du pays? Est-ce que les élections, si elles avaient lieu, on est tenté, on dit 18 mois, disent les nouveaux dirigeants, 18 mois avant des élections, on est tenté de dire c'est pas sérieux. 18 mois, c'est un délai imaginaire que les dictateurs qui veulent rester au pouvoir se donnent. Et c'est peut-être ça qui va se passer. Personne ne croit trop à ces 18 mois. En même temps, si on fait des élections aujourd'hui, est-ce que c'est pas une garantie d'explosion? J'en sais rien. Moi, je ne connais pas suffisamment le pays. Deuxièmement, il faut effectivement qu'il y ait quelles sont la façon de réconcilier les gens? Il y en a deux. Soit il y a un chef qui émerge, comme était le président défunt, soit, et c'est un peu la voie qui a été choisie, vous le rappeliez tout à l'heure, Lionel, soit on essaie de faire des compromis politiques, on fait venir des opposants, on associe les choses. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va, même si c'est imparfait, que c'est surtout des vieux qui sont là, pas beaucoup de jeunes, il y a des femmes, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire un grand compromis gouvernemental, 4e République, qui fonctionnerait dans un pays comme le Tchad. Donc je crois qu'on est tous un peu saisis d'effroi. Alors moi je voudrais simplement dire deux choses sur la France. La France est dans une situation extrêmement difficile. D'abord parce que on voit bien que le Tchad, c'est l'élément central du dispositif, du G5 Sahel, etc. C'est le seul pays qui avait, vous l'avez tous dit, des troupes, et des vraies troupes, des guerriers qui se battaient, qui ne vendaient pas systématiquement leurs armes, etc. Alors qu'on a soit des pays très très amortis, très lointains, comme la Mauritanie, soit occupés, soit un peu paralysés par un héritage politique qui n'est pas encore maîtrisé, comme le Burkina, soit par des préoccupations, des tensions particulières comme le Niger, plus les difficultés fondamentales du Mali. Donc tout ça fait que le Tchad, c'est l'épine dorsale africaine de la présence de nos opérations dont nous sommes la contribution, nous représentons la contribution européenne. Donc on est là extraordinairement démunis. Et derrière ça, on s'aperçoit que la France, elle hérite, ça a été dit aussi, elle hérite de conflits immémoriaux. Quand on a lancé Barkhane, je me souviens, on avait fait une émission, Philippe, et j'avais dit, en tout cas, moi je ne connais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est qu'on y rentre et qu'on n'est pas sorti. Parce qu'on hérite des conflits entre les hommes et les esclaves, comme on dit là-bas, c'est-à-dire les gens, les éleveurs du Nord, etc., et ceux dont ils considèrent qu'ils doivent être leurs serviteurs. C'est un conflit immémorial. On met joyeusement nos pas dans ces conflits et on n'est pas prêt de le résoudre. Donc on est dans une difficulté très, très, très grande. D'autre part, le partage des rôles, Lionel l'a expliqué à plusieurs reprises devant nous, le partage des rôles n'est pas très satisfaisant pour la France. On fait de plus en plus ce sale boulot un peu partout. On met des troupes, on les fait tuer, etc. Alors que le doux commerce de Montesquieu est monopolisé par les Chinois, par les Brésiliens, par tout un ensemble de choses. Et on voit bien que la part relative de l'investissement des investissements français par rapport aux investissements internationaux baisse en Afrique. Donc tout ça, et derrière tout ça, je termine là-dessus, il y a un spectre
qui est le spectre, parce que on va pas penser comme l'ancien président Hollande, qui a vraiment dit la bêtise de sa vie, en parlant comme Monsieur Prudhomme et en disant que ce jour était le plus beau jour de sa vie. C'était le sabre chez Monsieur Prudhomme, hein, ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Et lui, au Mali, il dit, à Bamako, il dit ça, il dit, c'est le plus beau jour de ma vie, comme s'il avait résolu le problème parce qu'on avait arrêté une colonne. C'était très bien ce qu'il a fait, sans aucun doute, mais ça ne résolvait rien. Mais là, on voit bien que le spectre qui pèse sur toute la présence française, c'est le spectre de l'Afghanistan. C'est-à-dire 20 ans de guerre qui se terminent, comme on l'a dit la semaine dernière, qui se terminent piteusement. Alors on n'en est pas là, grâce au ciel, on n'en est pas là. Mais c'est quand même ça qui nous hante. Et ce que nous devons absolument contribuer à faire, c'est à mettre davantage de présence économique. Moi, mes amis africains me disent, le Sénégal par exemple, les enseignes françaises sont attaquées, il y a insuffisamment d'investissement, il faudrait une présence économique et il faut trouver évidemment des solutions politiques au sein de ces pays fragiles. Mais quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien fait. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'ouvrirai brièvement en indiquant que le bimestriel Books reparaît. On l'avait cru disparu pour des questions financières. Il reparaît. Ce bimestriel, je le rappelle, a comme objectif de partir des livres publiés dans le monde entier pour éclairer tous les sujets possibles d'intérêt général. Dans le dernier numéro, je voudrais signaler particulièrement un article qui m'a enchanté, qui est dû au spécialiste de la procrastination, Jack Perry, qui avait publié un livre à succès dans le monde entier et qui, là, montre que chacun d'entre nous peut faire des progrès dans son domaine, puisqu'il intitule son article « Comment remettre la procrastination au lendemain ?» Et il met en exergue une citation de Mignon McLaughlin qui dit « Il y a tant de choses que nous voudrions avoir faites hier et si peu que nous voulons faire aujourd'hui. » Ce qui me pousse à donner la parole à Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais faire part d'une expérience que j'ai vécue à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, où nous avons reçu, mercredi je crois, nous avons reçu le docteur Mukwege, et qui est prix Nobel, et qui est l'homme qui est passé dans les journaux comme le réparateur des femmes, l'homme qui, dans son hôpital à Panzi, c'est-à-dire à l'est du Congo, tout près de la frontière rwandaise, on reste dans l'Afrique, a organisé une prise en charge des femmes victimes de crimes sexuels, de viols systématiques d'un certain nombre de gens. Et je voudrais en parler parce que c'est rare, vous savez, dans mon métier, on voit pas mal de crétins, on voit pas mal de lâches, pas mal de gens qui sont un peu douteux. C'est rare de voir une personnalité aussi forte moralement, aussi cohérente intellectuellement, aussi déterminée à faire le bien que le docteur Mukwege. J'ai été très impressionné, je crois qu'il faut l'aider. C'est un homme qui, le discours est assez simple, mais d'abord il dit que les viols, c'est pas du tout des exactions, des débordements, des menées faites par des bandes pillardes, etc. Ce sont des actions systématiques, organisées, idéologiquement formées, reposant sur des instructions précises, normalisées, avec des signatures précises par souvent les différentes forces, et d'une efficacité remarquable dans la destruction des corps sociaux auxquels, derrière les corps physiques des femmes, des corps sociaux à l'intérieur desquels se situent ces femmes, c'est-à-dire destruction de leur identité à elles, de l'identité de leur famille, du respect des maris pour eux-mêmes, des capacités de production économique de ces endroits. Donc c'est la destruction organisée de communautés humaines, et donc la dimension politique de l'affaire doit être soulignée. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il a une approche systémique, globale, c'est-à-dire que ça repose sur 4 piliers. Il soigne psychologiquement, il estime qu'il faut apporter des solutions économiques et sociales, et qu'il faut apporter des solutions politiques et juridiques. Et le grand message du docteur Mukwege, c'est de dire, si on ne punit pas, on ne permet pas à ces peuples martyrisés, à ces populations martyrisées, de se reconstruire. Elles ont un sentiment de honte. La punition
par des organismes internationaux, la punition est un élément essentiel de la reconquête par les populations victimes, de la reconquête de leur identité et de leur capacité à faire face à l'avenir. Je lui ai dit que nous, l'Assemblée nationale, par la Commission des affaires étrangères, et c'est évidemment, je suis très soutenu par l'ensemble de mes collègues, nous porterions ce message à l'ONU, puisque ça passe effectivement par le développement de juridictions internationales. Lionel Zinsou. Oui, je m'associe complètement à ce que vient de dire Jean-Louis. Le prix Nobel de la paix est un héros de l'Afrique moderne et pose très très bien l'ensemble des conditions qui ne sont pas que médicales, évidemment, de reconstruire cette partie du Congo. Sur un sujet vraiment différent, je voudrais saisir l'opportunité que me donne le divorce qui me préoccupe énormément de Bill Gates et de Melinda Gates, pour juste mettre l'accent sur le fait qu'en temps de pandémie, ça n'a pas eu un énorme écho, mais en février, a été publié en France la traduction de son livre « Climat, comment éviter un désastre », qui est quand même un livre extrêmement clair, extrêmement éloquent, d'un homme évidemment passionné de technologie et qui voit dans la technologie énormément de réponses aux vraies questions de la transition énergétique, mais justement, il permet de comprendre où sont les vraies questions et quelles sont les solutions. C'est assez innovant comme lecture, assez décalé par rapport à beaucoup de choses qu'on peut lire sur l'environnement. Et je pense que c'est une lecture assez indispensable. C'est un homme qui, dans le domaine de la santé publique, a fait plus à titre personnel que l'OMS pendant des années et consacre plus de ressources, essentielles pour les vaccins, essentielles pour la recherche, et en santé publique, et en éducation, et en agriculture. Donc, c'est un homme qui a évidemment un rôle très important, qui est aussi une victime importante des réseaux sociaux et des mouvements anti-vax, etc. Mais enfin, c'est évidemment un homme considérable. Espérons que son divorce ne l'affaiblira pas. Et j'invite à lire Climat, comment éviter un désastre. C'est vraiment une lecture indispensable, en fait. Akram Belkaïd. Alors, en ce qui me concerne, ce sera un roman, L'appel du cacatoès noir. C'est de John Danalis, c'est aux éditions Marchiali. Et c'est un roman basé sur une expérience réelle. Ça se passe en Australie. C'est un blanc australien qui, dans sa maison, a un crâne aborigène et qui arrive à la quarantaine, il a plus ou moins raté sa vie, il ne sait pas trop quoi faire et soudain il réalise qu'il doit, par un concours de circonstances, il se met en tête de restituer ce crâne à la tribu, à sa tribu. Et donc c'est une quête, c'est une découverte et c'est la confrontation entre l'Australien moyen qui ne connaît absolument rien de cette population, de cette Première Nation comme on dit, et il va à la rencontre de l'autre et c'est passionnant. Béatrice Gibelin. Eh bien moi c'est dans la collection Tracts de Gallimard, ce que vient de sortir et publier Xavier Gorce, qui était le dessinateur de presse des pingouins, qui étaient en fait des manchots, sur le site du Monde, et qui s'intitule « Raison et dérision ». Et je vous encourage tous à le lire parce qu'on avait fait cette émission sur Génération Offensée autour du livre de Caroline Fourès. Et je pense que la décision qu'a prise Le Monde de présenter ses excuses à la suite d'un dessin de Xavier Gorce au moment de l'apparition du livre de Camille Kouchner, La Grande Familia, qui était, de mon point de vue, extrêmement drôle et qui a suscité, paraît-il, au sein même du Monde, parce qu'il n'y a pas eu tant de réactions que ça, on parle d'une dizaine de lecteurs qui auraient écrit, mais au sein de la rédaction du Monde, en disant on ne peut pas offenser dans ce moment si dramatique où on commence à lever le tabou sur l'inceste, on ne peut pas offenser tous ces gens-là. Et je pense que c'était, de mon point de vue, une erreur profonde du Monde. Le dessin de presse est fait pour provoquer, pour faire rire aussi, mais aussi pour faire réfléchir. Et je pense qu'il est extrêmement important à accepter d'être choqué, peut-être d'apprendre à être choqué, sans doute. Et ça veut dire que quand on accepte ça, on accepte la critique de ses propres idées. Et je pense que c'est un élément extrêmement important. Et puis, par ailleurs,
abandonner le dessin de presse. Il y a bien un journal américain qui a décidé, pour avoir la paix, de ne plus publier de dessin de presse. Je pense que c'est extrêmement grave parce qu'à ce moment-là, on refuse ce qui dérange et d'une certaine façon, l'humour est un moyen d'alimenter son intelligence. Merci aussi à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, avec Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille à nos plateformes de financement et Jules Coupier qui veille aux réseaux sociaux. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public. J'ai oublié de dire, la nouvelle est bonne, c'est dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt, que nous reprenons nos émissions, vous avez constaté que nous les avons reprises en studio, mais nous les reprenons en public et donc en in vivo le 13 juin à l'école alsacienne. Merci, à la semaine prochaine.